Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Et oui, chers téléspectateurs, Elisabeth m'a donc cédé son siège pour quelques jours et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Au sommaire, le témoignage du professeur Patrizia Paterlini-Bresciot, une chercheuse qui trouve, spécialiste de biologie cellulaire, elle a découvert un nouveau test susceptible de bouleverser le dépistage du cancer, ce fléau qui provoque encore près de 150 000 décès par an en France. Notre débat portera ensuite sur la Turquie et sur les largesses que lui octroie l'Union européenne. La Commission de Bruxelles a accepté aujourd'hui que les citoyens turcs soient désormais libres de voyager dans l'espace Schengen sans visa. C'est une récompense offerte à la Turquie qui s'est engagée à accueillir des milliers de réfugiés renvoyés depuis la Grèce. Alors par cynisme, l'Europe cède-t-elle trop à Erdogan ? Enfin, dans la troisième partie de l'émission, Xavier Mauduit nous racontera comment et depuis quand on fabrique des instituteurs. Quant à Jean-Mathieu Pernin, lui, il se penchera comme toujours sur un vrai sujet, les jupettes des pom-pom girls. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Professeur Patrizia Paterlini-Bresciot. Alors vous êtes professeur de biologie cellulaire et d'oncologie à Necker. Et vous avez donc découvert ce nouveau test, ce test ISET de dépistage du cancer. Vous avez d'abord soigné pendant des années des malades. Quel a été l'événement déclencheur pour vous qui vous a fait basculer dans le champ de la recherche ? Alors oui, sans doute, l'élément déclencheur, c'était au début, quand j'étais jeune médecin, et je rêvais effectivement d'apporter un avantage aux patients, de soigner leur maladie. Et j'ai découvert que je ne pouvais rien faire en fait. Avec certains patients avec cancer, c'était perdu d'avance. Et ça m'a bouleversée, ça m'a fait continuer l'activité clinique et aussi rechercher en même temps. Et puis continuer la recherche, arriver à la biologie moléculaire en France et continuer en fait ce chemin qui m'a conduit jusqu'à là maintenant. Et jusqu'à cette découverte sur laquelle on va revenir dans un instant, on vous retrouve juste après l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Porrette. En tapant Patrizia Paterlini-Bresciot, on découvre que vous êtes né en Italie à Reggio Emilia. C'est donc tout naturellement que vous suivez des études de médecine juste à côté à l'université de Modène. En 1978, vous êtes déjà récompensé par le titre de meilleur test de médecine de l'année. 10 ans plus tard, vous voilà en France pour un stage de biologie moléculaire auprès du professeur Christian Bresciot. Vos molécules s'accordent tellement bien que vous vous mariez. Votre domaine de prédilection, les cellules tumorales circulantes. En gros, vous essayez de devancer le cancer avant qu'on entende parler de lui dans la phase des métastases. Ce que vous expliquez lors d'une conférence TED à Toulouse. Dès que le cancer sort son pistolet, on le voit et on peut l'attaquer. Pour anticiper la détection du cancer, vous avez mis au point une méthode, l'ISET, capable de trouver une cellule tumorale au milieu de 50 milliards de globules rouges par une simple prise de sang. Une technique que vous avez étendue au diagnostic prénatal des maladies génétiques. Des découvertes qui vous valent de nombreux prix comme on peut le voir sur votre CV. En 2015, le magazine Vanity Fair vous classe à la 6e place des Français les plus influents dans le monde, devant le président de la République, mais derrière Léa Seydoux, il y a quand même des limites. Vous vous battez pour réduire la souffrance, mais aussi à terme les dépenses de santé. Sur votre compte Twitter, on peut d'ailleurs vous voir régulièrement en compagnie de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Patrizia Paterlini-Bresciot, avez-vous eu la curiosité et le courage de pratiquer ce test sur vous-même ? Alors, professeur, oui, vous l'avez pratiqué. Tout le temps. Oui. En fait, dans les laboratoires, pas seulement moi, mais ceux qui veulent peuvent se tester, être testés. Et c'est vrai que ça nous arrive de faire des démonstrations. Donc, on n'a pas le temps d'avoir du sang en fait, qu'on demande pour activité de recherche. Et donc, on prend le sang en fait, des volontaires dans les laboratoires. Il y a combien de temps que votre test est au point ? Alors, la première description a été en 2000, mais après, il y a eu l'appareil qui a été développé en 2005. Et ensuite, c'est... Mais vous dites à disposition du public Oui. ou... Ah oui, quelques mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je veux faire le test, je vais dans une pharmacie, je le demande, comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux applications de ce test. Un, c'est pour les patients avec cancer déjà diagnostiqué. Et là, c'est voilà, tout type de cancer solide, donc tout type de cancer sauf leucémie, lymphome. Ça, c'est l'application qui est actuellement en commercialisation.
Après, il y a une porte ouverte sur le futur et ça, c'est l'application du test pour diagnostic précoce des cancers invasifs. Ça, c'est une porte ouverte qui a commencé avec cette étude qui a été réalisée par les scientifiques de Nice. C'est avec notre méthode. Et là, c'est un nouveau domaine de la médecine qui s'ouvre, donc l'espoir de faire baisser la mortalité pour cancer par la détection précoce des cancers invasifs. Et donc cette méthode, qu'on comprenne bien, elle fonctionne un peu comme un tamis, en quelque sorte, c'est ça, pour trouver la cellule cancéreuse si elle existe? C'est ça. Il y avait deux défis dans ces domaines. Un, que ces cellules sont rarissimes, donc une mélangée à des milliards de cellules du sang. Deux, qu'il fallait les isoler intactes et non biaisées, c'est-à-dire il fallait prendre tous les types parce qu'elles sont de différents types. Et donc on a pensé à utiliser un tamis, effectivement, mais à l'époque le sang était considéré infiltrable. Il fallait beaucoup de détermination et on a eu beaucoup de chance, les 30 paramètres qui permettent de le filtrer, mais non seulement de le filtrer, mais de sortir du sang de 10 millilitres une cellule unique qui serait dans le sang, donc très sensible. Et une fois qu'on a détecté donc, qu'on avait potentiellement un cancer, puisqu'il y avait quelques cellules cancéreuses mais qui n'avaient pas eu le temps de devenir actives, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas de sujets avec cancer ou de diagnostic précoce? Diagnostic précoce. Alors ça, c'est pour le futur. Déjà, il y a eu une seule étude au monde qui a montré le diagnostic de cancer avant l'imagerie. C'est cette étude française avec notre méthode. C'est un exemple. Maintenant, il faut une validation plus large avec beaucoup plus de patients et une étude multicentrique que les scientifiques de Nice ont déjà mis sur place. Et donc, il faut que cette étude multicentrique montre la même chose que l'étude plus restreinte. Ça veut dire qu'à quelle échéance on peut espérer que ce... Quelques années, ça dépend encore une fois des financements qui sont dédiés à cette nouvelle fenêtre sur la maladie cancer, cette nouvelle possibilité. Ça dépend des financements. Et où en est-on du financement, justement? Où en êtes-vous, vous? Alors, les financements, bien sûr, c'est toujours un problème. Et donc, il faut les chercher, il faut montrer ce qu'on fait et espérer que les personnes qui peuvent financer comprennent la direction. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, on peut faire votre test sur les cancers déjà diagnostiqués pour savoir s'il y a autre chose ou... Alors, chez les sujets avec cancer déjà diagnostiqué, le test sert à savoir si le cancer a envahi les compartiments sanguins. Et c'est un point crucial. C'est un test qui manquait cruellement dans l'arsenal de l'oncologue. Parce que l'oncologue, la question qui se pose, c'est combien il y a de cancers dans l'organisme et est-ce que j'ai tout enlevé? Et il faut savoir que les méthodes d'imagerie voient des masses, mais donc voit au niveau de quelques millimètres les masses. 1 centimètre, c'est 1 milliard de cellules. 1 millimètre, c'est 1 million de cellules. Et nous, on voit une cellule. Donc, c'est une autre échelle et c'est dans les compartiments sang. Donc, déjà, c'est pour savoir si le cancer a envahi à un niveau aussi fin. Alors, il y a un autre test de dépistage qui concerne un autre cancer, le cancer du sein. Et ce test-là, il fait polémique, Nadia. Oui, avec une question qui est récurrente depuis quelques années. Les mammographies font-elles plus de mal que de bien? Je vais résumer très grossièrement parce que c'est évidemment compliqué. Mais on a deux camps, plus ou moins, qui s'affrontent. On a ceux qu'on peut appeler les no-mamo, qui s'appuient sur les nombreuses études très sérieuses qu'il y a eu sur le sujet et qui affirment aujourd'hui que le taux de mortalité des femmes dépistées n'est pas différent de celui des autres femmes et même que le dépistage systématique par mammographie, ça entraîne des surdiagnostics, c'est-à-dire des femmes qui vont subir des traitements très lourds, comme une ablation du sein, par exemple, pour des tumeurs bénignes. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui continuent encore aujourd'hui à estimer que si le taux de mortalité par cancer du sein a diminué, c'est grâce précisément à ce dépistage par mammo. Alors encore une fois, c'est très complexe, mais qu'est-ce que vous conseilleriez, mettons, à une femme de 55 ans qui s'inquiète, par exemple, aujourd'hui, de faire une mammographie? Oui, je pense que toutes les méthodes de dépistage qui sont à disposition, il faut les utiliser. Il faut voir s'il y a une masse déjà formée. Ce que nous avons mis au point, c'est une méthode complémentaire. Elle n'est pas alternative. Oui. Ça doit être clair. Ensuite, c'est clair qu'une fois qu'une masse a été détectée, il faut un moyen pour savoir si cette masse est un cancer. On peut le savoir de différentes façons. On pourra demain, par exemple, regarder dans les sangs s'il y a des cellules de cancer du sein et dire « Ah oui, il y a une masse, il y a des cellules, c'est un cancer du sein ». Mais sinon, maintenant, il y a la biopsie. On peut avoir d'autres moyens pour être certain et ne pas opérer quand ce n'est pas un cancer. Aujourd'hui, le test qui est déjà utilisable, c'est-à-dire celui pour les cancers déjà déclarés, il coûte 486 €, c'est ça? Et il n'est pas remboursé. Non, malheureusement. Comment ça se fait? Parce que pourtant, on imagine que c'est très important. On peut faire des économies même en sachant si le cancer est allé ailleurs que là où on l'a dépisté.
Tout à fait, mais nous sommes vraiment au début d'une grande aventure, je dirais. Donc le test, il vient d'être mis à disposition, il ne peut pas être remboursé tout de suite. Et quand sera-t-il remboursé? On ne sait pas, on est en train de faire les démarches et d'interroger donc les instances compétentes. Et c'est tout un travail parce que les médecins oncologues ne sont pas encore au courant que ce test est mis à disposition, ses caractéristiques, ses avantages, ses limites. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour commercialiser ce test, vous avez repris en quelque sorte votre indépendance de chercheuse puisque vous avez créé votre propre entreprise, hein, c'est ça? Alors, je suis toujours employée du public et j'ai bénéficié de la loi de l'innovation qui a permis de fonder une compagnie sur des brevets que notre équipe a déposés. Brevets qui appartiennent aux institutions, Université Paris-Descartes, INSERM et Assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc, je suis conseil à la compagnie et heureusement, nous avons cette compagnie un peu spéciale où aussi, le management respecte beaucoup la science et écoute beaucoup la science. Ça permet de ne pas aller trop vite, justement aussi, de ne pas Ça prendre de risques. permet d'avoir une rigueur scientifique et éthique à chaque étape. Et ça, vraiment, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, professeur.